Bien, bonjour, bonne chance. Comment allez-vous? Avec un bon petit vin frais, ça fait du bien. Et moi, je m'appelle Madeleine Després, puis je suis arrivée ici en Nouvelle-France comme fille à marier. Notre bon roi Louis XIV avait fait passer le message dans les curés de village pour essayer de recruter des filles à marier pour venir peupler la jeune colonie ici en Nouvelle-France. Et puis moi, Madeleine, bien, ça faisait quelques années que j'entendais le curé parler de ça, mais j'étais un petit peu jeune. Fait que l'année de mes 15 ans, bien, j'ai finalement décidé, après en avoir parlé avec mes parents, j'ai décidé de m'embarquer et puis d'être volontaire pour partir en Nouvelle-France. Avez-vous une idée de pourquoi on avait le goût de partir pour la Nouvelle-France plutôt que de rester auprès de nos parents? Avez-vous une petite idée de ça? La mangeaille, c'est ça, exactement. La mangeaille, c'est pas facile. Il y avait certaines années, il y avait de la famine, surtout dans la région de Paris. Moi, j'arrivais de la paroisse de Saint-Sauveur à Paris. Puis en ville, là, il y avait de plus en plus de monde, des bouches à nourrir à Paris. Et les récoltes des terres avoisinantes avaient de la misère à rentrer en ville. Alors, il y avait des famines, il y avait des sécheresses, des fois des mauvaises récoltes parce qu'il y avait des maladies dans les champs. Et puis, aussi, il y a un contexte de fond de guerre de religion. Alors, ça l'aide pas beaucoup non plus là, à avoir de bon espoir. Mais dans toutes mes consoeurs qui sont arrivées, il y en a aussi qui sont arrivées comme parce qu'elles étaient orphelines de père ou de mère ou des deux. Pas toujours, mais parfois. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'elles avaient assez peu d'espoir d'être bien, d'avoir une bonne dot et de pouvoir prendre un bon mari. Alors, des fois, ça pouvait être une occasion de se dire, ben, peut-être que dans un nouveau pays à construire, oui, ça va être peut-être difficile parce que tout est à faire, mais j'aurais peut-être un beau parti. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai décidé de m'embarquer pour la Nouvelle-France dans l'année de mes 15 ans. Il y avait des filles plus âgées aussi, là. Il y en avait jusqu'à 30 ans qui s'embarquaient pour la Nouvelle-France. Parfois, il y en a une dans le bateau, elle avait élevé toute sa fratrie parce que sa petite dernière sœur, sa mère est morte en couche en la mettant au monde. Alors elle, comme elle était l'aînée, ben, elle avait pris soin d'élever tout le reste de ses frères et sœurs au décès de sa mère. Fait qu'à son tour, c'était le temps d'essayer de trouver un mari à 30 ans sans espoir d'avoir une dot pour elle-même. Alors voilà, comme ça, on s'est embarqué dans un bateau, le Nouvelle-France, puis qui nous amenait à bon port. Moi, je suis arrivée ici en 1670. Il y avait 120 filles à marier à bord du navire. D'ailleurs, tu étais là sur le bateau précédent, mais c'était le même navire, mais l'année d'avant. C'était l'année d'avant, mais c'était pas le même navire. C'était le Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'étais sur le Saint-Jean-Baptiste. Moi, je viens de la province de France qui s'appelle la Picardie. Je suis une orpheline de père et de mère. Orpheline de père et de mère. Alors, quand mon père est décédé, parce que moi, c'était la place où il y avait beaucoup de batailles. Alors, mon père est décédé. Ma mère et moi, nous avons été mis hors la seigneurie parce qu'une femme avec des enfants, ça ne rapportait pas au Seigneur. Alors, on nous envoyait, on nous chassait de la seigneurie. J'ai été recueillie par les bonnes sœurs avec ma mère et ma mère est décédée, je pense, de chagrin. Ma mère serait décédée de chagrin. Et moi, j'ai vécu chez les bonnes sœurs jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors, ça faisait déjà 2 ans que je voyais des gens, des femmes qui étaient recueillies au monastère parce que quand elles cherchaient des filles du roi, des filles à marier, elles hébergeaient quelquefois au monastère et on avait commencé à parler de tout ça et j'entendais. À 25 ans, je suis majeure. Alors, la première année, je m'informe, mais pas trop. Là, quand une dame qui est envoyée par Jean Talon arrive et me parle, me dit, vous avez l'air une bonne fille, est-ce que vous avez des projets, allez-vous devenir nonne? Je dis, jamais de la vie, je vais devenir sœur. Fait que là, j'ai commencé à lui demander des renseignements et j'ai appris une dot. On part et on a une dot. On choisit notre mari. Alors l'avenir me paraissait beaucoup plus reluisant
en Nouvelle-France qu'en Vieille-France. Je pense que c'était un peu la même chose pour toi, hein, Nicole, quand tu es partie. Oui, en fait, on était sur le même bateau. On s'est connus là. Et puis, on a atterri toutes les deux à l'île d'Orléans. Moi, mon nom, c'est Nicole Legrand. Je suis née en 1648. J'habitais à Paris, à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, à l'époque, c'était très difficile de vivre dans les quartiers de Paris parce qu'il y avait ce qu'on appelait la cour des miracles. Alors, c'était des jeunes abandonnés qui se réunissaient ensemble et qui essayaient de sauver leur vie, eux autres aussi, du mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est certain qu'ils volaient beaucoup, tout ça. Alors, c'était très difficile. Mon père est décédé quelques mois avant que je parte. Alors, je suis partie, j'ai quitté ma mère et puis toute ma famille. Puis je suis arrivée toute seule ici en Nouvelle-France. La traversée, ça s'est bien passé. On est parti le 31 mai, puis on est arrivé, non, le 1er mai, puis on est arrivé le 15 de juin. 6 semaines. C'était plutôt court pour l'époque. C'est certain qu'on a quand même vécu des choses un petit peu difficiles, les mal de cœur, les nausées, les ballonnements, mais il n'y a pas eu d'épidémie et tout ça. Alors, c'est une traversée qui s'est comme bien passée. Alors, j'ai été recueillie chez les Sœurs Ursulines. Là, on a monté la Grande Côte à Québec. Là. Puis on s'est arrangé pour arriver. Là, on est arrivé en haut du Cap Diamant. Et puis là, après s'être retapé un petit peu, lavé, se faire rougir les joues un peu, on nous a. Là, les hommes avaient le droit de venir nous rencontrer puis de venir nous voir. Alors, j'ai choisi François Noël, qui avait une terre à l'île d'Orléans. Ça faisait déjà 6 ans qu'il était là. Alors, il y avait une terre déjà assez bien défrichée. Et puis, on s'est mariés le 22 octobre. Fait que ça n'a pas été long, là, de juin à octobre. L'affaire était réglée. J'ai eu mon premier enfant, Philippe. Il est né le 25 décembre de l'année suivante, en 1670. Alors, on était à Saint-Paul de l'île d'Orléans. Une petite parenthèse qui s'appelle Saint-Laurent aujourd'hui. Alors, le jour de Noël, mon enfant vient au monde. Il a été baptisé la même journée parce que à cette époque-là, il y avait juste une église qui était à Sainte-Famille. Alors, le curé est venu, il a descendu, il y avait un chemin qui traversait, qui appelait ça la route des prêtres. Puis il est venu baptiser mon enfant. Alors, c'est un peu ça, là. Son histoire est différente. Raconte-nous donc ça. Alors, mon histoire est un peu différente. Moi, je suis arrivée, comme tout le monde, il y avait un arrêt obligatoire à Tadoussac. Alors, on descendait à Tadoussac. Imaginez-vous, peut-être que toi, tu as trouvé la traversée pas trop pire. Moi, je l'ai trouvée, bien, j'ai pas été très malade, mais j'avais tellement maigri que mon corset ne me faisait plus. Comme vous pouvez voir, j'ai pris du mieux depuis. Mais, tout ça étant dit, je suis arrivée à Québec. Moi aussi, je suis allée chez les Ursulines. Mais là, les partis qui nous étaient présentés ne m'intéressaient pas tellement. Il faut dire que j'ai 26 ans. Alors, j'ai mon idée, je sais ce que je veux. Là, il y a un monsieur qui se présente, monsieur Pierre Boucher, qui dit « Moi, j'ouvre une seigneurie aux îles Percées, qui est pas tellement loin de Ville-Marie, et j'ai de très, très bons habitants qui ont besoin de filles, qui ont besoin de femmes pour peupler le pays. » Alors, moi et 4 autres personnes, 4 autres filles du roi, on a décidé de suivre M. Boucher et de s'en aller vers les îles Percées qui sont devant ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de Boucherville. Alors, moi, j'arrive là, on est au début de l'automne. Là, on nous présente des gens, mais il n'y en a pas tant que ça, et je trouve toujours pas mon parti. Il se présente un garçon, à peu près de mon âge, pas nécessairement super joli, un grand mec, mais super gentil, qui avait déjà 50 arpents, et 2 arpents dans le village fortifié que M. Boucher avait fait construire, 2 arpents bien défrichés et une cabane en vue. Alors, ni une ni deux, on s'est mariés, fin décembre, et 1 an plus tard, j'ai un bébé dans les bras.
une belle fille que j'ai appelée Marie-Madeleine, que j'ai mariée à l'âge de 14 ans. À cette époque-là, à 14 ans, on était bonne à marier, puis il fallait aussi se marier. Je ne sais pas, toi, tes enfants, tu les as mariés jeunes? Moi, j'étais un petit peu plus vieille quand je suis arrivée, j'avais 19 ans. Alors, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 20 ans. J'ai eu 11 enfants, mais 10 grossesses. Alors, j'ai eu, comment on dit ça, des bessons, des jumeaux, en langage moderne. Mais ça s'est passé difficilement. Les 4 premiers, ça a bien été, mais le 5e et le 6e, j'avais un garçon et une fille. Le garçon, Pierre, la petite fille, Claire. La petite fille est décédée 2 semaines après la naissance. On l'a vu tout de suite quand elle est venue au monde. Elle était faible, elle avait de la difficulté. Là. Elle a fini par décéder. Mais le garçon a vécu, puis j'ai eu une bonne descendance avec tous mes enfants. J'ai eu la dernière aussi, Madeleine, qui est décédée, elle avait 15 ans. Alors, après avoir fait tous les efforts pour la rendre à l'âge où elle pouvait se marier déjà, elle est décédée. Alors, c'est l'histoire de mes enfants. Et j'ai eu beaucoup de petits-enfants. Mais nos enfants ont grandi quand même sur la même île. Moi, j'ai marié Nicolas Audet dit Lapointe. Il était de plus de 15 ans plus vieux que moi, puisque je vous ai dit, je suis arrivée dans l'année de mes 15 ans ici. Et puis, j'ai trouvé que c'est un bon parti parce qu'il était déjà établi. Il avait une vraiment bonne réputation auprès des bonnes gens de la ville de Québec, puisqu'il travaillait pour Monseigneur de Laval. Il a travaillé pour lui pendant 3 ans à contrat au départ de la colonie. Et puis, après ces 3 ans, son contrat a été terminé, mais Monseigneur de Laval a voulu le garder à ses services, en partie, et en même temps, en reconnaissance, lui a concédé une terre sur l'île d'Orléans à Sainte-Famille. Alors, c'était bien d'adon pour moi, parce que depuis 3 ans, il avait déjà commencé à défricher cette terre, à la mettre en valeur, et il avait déjà construit une première cabane. Ce qui faisait en sorte que je pouvais espérer avoir un petit peu plus de confort tout de suite en partant. Parce que de mes amis qui ont eu une terre, qui se sont fait offrir une terre avec leur époux au moment de l'automne, au moment de se marier, ben c'est sûr qu'ils n'ont pas eu le temps de construire une première cabane. Donc, ils étaient obligés d'aller se faire héberger pour le premier hiver chez des voisins dans les paroisses avoisinantes, pour être capable ensuite, le printemps suivant, de s'atteler à construire leur première cabane ensemble. Alors, c'est sûr que je partais avec une petite avance déjà pour ça. J'ai eu 11 enfants avec Nicolas. Alors, mon premier, il s'appelait Nicolas, mais il est décédé, il n'avait pas 6 mois. Alors, tout de suite, l'année suivante, j'ai eu un autre enfant, puis on l'a aussi appelé Nicolas. Puis, cette fois-ci, ça a été pour de bon. Il a eu une belle vie après ça. J'ai eu donc 10 enfants qui se sont mariés, 7 garçons, 3 filles. Puis, c'est pour ça aujourd'hui, on m'a dit qu'il y avait au-dessus de 2 millions de descendants de Madeleine Després. Alors, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de sang de filles du roi dans la population ici aujourd'hui. Puis, ben c'est ça, on faisait des belles vies en Nouvelle-France, mais on devait travailler vraiment très fort pour mériter notre survie. Puis, je peux pas dire que c'est un mariage d'amour au départ avec Nicolas, mais finalement, je regrette vraiment pas de l'avoir choisi parce qu'effectivement, il a été très travaillant. On a pu acheter d'autres terres, les mettre en valeur, les revendre à nos enfants quand ils ont grandi et qui ont été capables de prendre eux-mêmes une terre. Donc, la plupart de mes enfants se sont établis quand même sur l'île d'Orléans, mais j'en ai quelques-uns, 3 qui ont quitté l'île d'Orléans. Un pour Boucherville, justement, et puis un sur la rive sud, en face de l'île d'Orléans, et puis un autre qui est revenu sur Québec. Donc, j'ai été bien entourée. Bien sûr, Nicolas, il était quand même plus âgé que moi. Et comme il était 15 ans plus vieux que moi, bien, il est aussi parti 15 ans avant moi. Alors, les premiers temps, j'avais quand même, comme j'ai eu beaucoup de garçons, bien, j'ai un de mes garçons qui a décidé de se marier puis qui est resté sur la terre avec moi. Puis finalement, j'ai officialisé les choses. Puis avant d'être moi-même trop
trop malade et trop faible, je lui ai cédé ma terre et ma cabane, et donc j'ai pu rester et mourir chez moi, entourée d'un de mes garçons et de ma belle-fille. Parce que c'était un peu d'usage qu'un de nos enfants garde la terre et garde aussi ses vieux parents jusqu'à temps que les parents décèdent, parce que ils devaient bien ça à leurs parents, de leur assurer des vieux jours confortables, là, mais confortables de 1669, là, de 1670, là, et les suivantes, oui, c'est ça. Alors, moi aussi, j'ai eu, Françoise Curé, j'ai eu 5 enfants. J'en ai perdu 2 en l'espace de 2 mois suite à une épidémie qu'il y a eu. Une fille de 13 ans, un garçon de 10 ans. Alors ça, c'est le plus grand chagrin de ma vie. Par contre, à ce moment-là, je pensais vraiment que j'étais pour y passer avec ces 2 enfants-là, mais j'ai réussi à me réatteler à la tâche parce que j'avais une petite fille, Marie, qui avait à peine 6 ans, et je devais rester pour Marie. Parce que mon conjoint, c'était effectivement un homme qui vendait des terres, achetait des terres. C'est un bon ami de Pierre Boucher, alors il y avait beaucoup de besognes et d'occupations. Alors j'ai gardé j'ai réussi à surmonter cette épidémie-là en me disant, il faut que je sois là pour Marie. Marie, d'ailleurs, que je viens de marier à un soldat qui est resté chez nous pendant plusieurs années parce qu'il y avait une garnison à Boucherville, mais il n'y avait pas de campement. Alors, les soldats, pendant l'hiver, quand ils ne partaient pas en campagne, restaient chez l'habitant. Et on a eu Georges Étu-dit Lafleur, qui est resté chez nous pendant quelques années et qui a trouvé ma Marie bien à son goût. Et ils ont décidé de se marier. On va les héberger pendant les 2 prochaines années parce que c'est ce qu'on a signé, c'est ce qu'ils ont signé sur le contrat de mariage parce qu'eux, ils n'ont pas de terre. Là. Lui, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de famille qui était là avant lui. Alors, ils vont essayer d'aller ouvrir une concession quelque part. Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, je voudrais vous dire quand même là, comment ont été choisies les filles à marier. Parce que je vous parlais que moi, j'ai entendu parler de ça par le curé de mon village, mais il y avait donc des recrutements un petit peu partout, autant dans les villages en campagne, surtout près des ports d'embarquement. Les filles pouvaient embarquer au port de La Rochelle, plus dans le sud, et sinon dans le nord, en Normandie, au port de Dieppe. Alors, il fallait bien sûr être chaperonné jusqu'à ce du moment qu'on ait choisi jusqu'à ce qu'on soit rendu au port d'embarquement, il fallait être logé, nourri et chaperonné. Et donc, le roi payait pour le passage. Mais les autres recrutements qu'on a pu avoir, il fallait avoir notre certificat de bonne mœurs en poche, signé par le curé de notre village. Il fallait être donc une bonne catholique pour pouvoir s'embarquer en Nouvelle-France. Et puis, eh bien, il fallait, si possible, être de bonne constitution, être robuste, être vaillante, bien sûr, et également, si possible, pas trop disgraciée de la nature, selon les demandes de l'intendant au roi Louis XIV, parce que, bien sûr, à la démobilisation des soldats, notamment du régiment de Carignan-Salière, eh bien, ils essayaient de matcher, là, comme vous dites ici, donc de faire en sorte que des soldats puissent rester en Nouvelle-France au lieu de rentrer en Vieille-France. Alors, c'est sûr qu'il fallait qu'ils puissent trouver une épouse ici pour pouvoir avoir le goût de rester et de s'établir. Alors, les soldats, en se démobilisant, devenaient à ce moment-là des habitants et pouvaient prendre toutes sortes de métiers selon leurs compétences et leurs habiletés. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur la Nouvelle-France et comment on pouvait y vivre, mais c'est vraiment le début de la colonie ici. Quand nous, avant que les premières filles à marier arrivent, il y avait à peu près, à peine plus de 2000 personnes qui vivaient ici en Nouvelle-France, alors que dans les colonies anglaises beaucoup plus au sud, ils étaient déjà beaucoup plus nombreux. Alors, ils étaient au moins 5 fois plus. Ce qui a fait en sorte que la décision a été prise par le roi de vouloir peupler et prendre un virage de colonisation plus massif, on va dire.
et donc d'installer et d'établir progressivement des paroisses, un système d'État et un système de paroisses et de curies qui va établir un peu les seigneuries, tout ça. C'est vraiment le développement. Alors, on est dans une période où on a beaucoup de latitude et de liberté, et toutes les terres sont faites pour avoir accès à l'eau, accès au bois, donc on a tout le temps des accès qui nous permettent de chasser, de pêcher, et donc d'avoir une bonne qualité de nourriture à l'année quand on sait bien s'y prendre, et qu'on arrive à la conserver en hiver et en été. Oui. Deux questions. Oui. Le nombre de filles du roi qui sont venues ici en Nouvelle-France, il y en a plusieurs qui venaient des orphelinats. Moi, j'ai fait de la phrénologie, j'ai trouvé dans ma lignée ancestrale que lorsqu'on signe un contrat de mariage, la fille du roi signait et son mari manquait, pas capable de signer. La jeune fille était instruite, éduquée et compagnie. Donc, ma question est la suivante. Combien de filles du roi qui venaient des orphelinats qui sont venus ici, et combien justement il y a eu ce genre d'éducation-là? Êtes-vous capable de me répondre? On ne sait pas les chiffres, je n'ai pas les chiffres détaillés, mais en gros, oui, je peux vous répondre. Je vais essayer de reprendre la question. Donc, combien de filles du roi? Il y en a eu au-dessus de 750 pendant 11 années de suite que le roi Louis XIV a maintenu ce programme entre 1663 et 1673. Donc, pendant ces 11 années, au-dessus de 750 filles à marier sont venues s'établir en Nouvelle-France, et on comprend que sur le 2000 âmes qu'il y avait ici, il y avait peut-être une cinquantaine de femmes présentes ici. Donc 750 qui arrivent en 11 ans, c'est les mères de la nation. C'est pourquoi vous êtes tous ici, francophones ici aujourd'hui. C'est clair, 1 + 1 = 2. Donc, la question suivante par rapport au contrat de mariage, et oui, une partie des filles du roi savaient signer. J'en suis, Madeleine Després. Françoise Curie ne savait pas signer. Nicole Legrand ne savait pas signer. Ça vous donne une représentativité sur 3 filles, là. C'est pas scientifique, mais je vous dirais qu'il y a peut-être un tiers qui était orpheline et qui était donc élevée vraiment en orphelinat depuis tout petit, là, tout bébé, et qui ont eu une certaine éducation, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont eu une éducation vraiment littéraire. Elles ont appris les travaux d'une ménagère pour pouvoir devenir des bonnes épouses, puis pouvoir être fonctionnelles et rendre service. Même, elles devaient même rendre service à l'orphelinat, en fait. Là, hein. Alors, sans être exploitées par l'orphelinat non plus, mais on faisait en sorte de leur apprendre les travaux d'aiguille, de leur apprendre à coudre. C'était la base, là, apprendre à faire à manger, etc. Donc, oui, elles savaient signer. Les époux, il y en a qui savaient signer, d'autres pas, mais en Nouvelle-France, c'était quand même assez rare. La plupart des époux allaient simplement faire une croix pour le contrat de mariage parce qu'ils ne savaient pas signer. Mais il y avait des témoins. Lucas Loiseau ne savait pas signer. François Noël savait signer, mais quand on lit les actes de baptême et de mariage et sépulture aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a toujours une petite phrase à la fin du document, et c'est écrit « ne savait pas signer de ce requis tel que la loi l'oblige ». Alors, il y a quelqu'un qui faisait un X, ça veut dire qu'il était capable de reconnaître que ces signes-là, c'était son nom. Mais si on regarde la plupart des documents, c'est écrit « ne savait pas signer », mais on n'a pas de signature, puis il n'y a pas souvent des X. Ceux qui savaient signer signaient leur nom, puis c'est bien le fun de voir comment ils signaient leur nom. Des fois, là, c'est tout tremblotant, comme un enfant de première année qui commence à écrire son nom. Des fois, ça fait des lignes comme ça, puis on voit d'autres personnes dont l'écriture est beaucoup plus assurée. Alors, ces gens-là avaient plus d'instructions. Je vais vous raconter une autre petite anecdote. Plusieurs filles du roi ont eu la chance, et on le sait donc, c'est la preuve, c'est qu'elles ont eu la chance de pouvoir annuler leur contrat de mariage et d'en signer un autre. Donc c'est la preuve qu'elles pouvaient choisir leur mari et qu'elles ne se faisaient pas imposer un mari, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Donc
elle pouvait signer un premier contrat de mariage en pensant faire un bon choix, et puis dans les jours suivants, à fréquenter le potentiel époux, ben, elle se rend compte que finalement, il a soit une mauvaise réputation, qu'elle n'avait pas su, ou qu'il n'est pas très travaillant, ou bien qu'il a embelli la grandeur de sa cabane. En réalité, c'était juste un toit pour abriter du bois. Donc, elle pouvait, pour toutes sortes de motifs, ou tout simplement, elle rencontre, en même temps qu'elle a discuté, elle rencontre un ami de ce gars-là, puis finalement, elle le trouve bien plus agréable et plus prometteur comme époux. Et à ce moment-là, elle retournait voir le notaire, annulait le contrat de mariage, puis demandait au notaire de signer un nouveau contrat de mariage avec l'autre. Puis à ce moment-là, ben, elles allaient se marier avec l'autre devant le curé. Par contre, il faut bien comprendre qu'un coup qu'elles étaient passées à l'église devant le curé, là, c'était à la vie, à la mort. Donc, il y avait souvent un délai de 2 à 3, 4 semaines entre la signature du contrat de mariage, qui était souvent fait à Québec même, parce que c'est là qu'elles faisaient les rencontres avec les prétendants, parce qu'elles étaient encore chaperonnées avec leur protectrice en ville. Et puis, un coup que là, elles avaient signé, bien là, elles se rendaient sur les lieux de leur terre ou dans la paroisse ou le village où il y avait déjà une terre de commencer à défricher. Puis c'est là qu'entre-temps, ils pouvaient se rendre compte que c'était pas tout à fait de leur goût, ça augurait pas bien, et elles pouvaient se rétracter à ce moment-là. Alors, l'annulation et le deuxième contrat n'est pas forcément fait par le même notaire royal, parce que le notaire royal qui était en ville, c'est pas nécessairement lui qui est sur la côte de Beaupré ou qui est à l'île d'Orléans disponible. Donc, elle pouvait comme ça avoir une certaine flexibilité dans cette petite période-là. Jusqu'à l'église, c'est ça, jusqu'à être passée devant le curé. D'autres questions? Alors, si vous avez peut-être d'autres questions qui viennent dans l'après-midi, je veux juste vous dire que les 3 tentes bleues ici, c'est les 3 tentes des Filles du Roi. Nous, on est membres de la Société d'histoire des Filles du Roi. Nous sommes toutes des bénévoles. Nous avons toutes confectionné nous-mêmes notre costume. Nous avons... merci. Sur les 3 kiosques, vous avez un kiosque thématique sur l'alimentation à l'époque, un autre sur le vêtement, les tissus de l'époque, et vous avez finalement un 3e kiosque qui est plus sur la Société d'histoire et nos produits dérivés. On a des produits vraiment intéressants pour tous ceux qui s'intéressent à la généalogie ou à l'histoire des Filles du Roi. On a des biographies de filles. Notre objectif d'ici 2023, qui va être le 350e anniversaire de 1673. Donc, pendant ces 11 années-là, notre objectif, c'est d'arriver à finaliser les biographies des 750 filles du roi. C'est très difficile et très long parce que chaque biographie, avant de pouvoir la publier, nous la faisons vérifier parce qu'il y a des bénévoles qui font les recherches, sauf qu'après, il faut le faire valider par des historiens pour avoir le stamping up officiel qu'on n'a pas fait d'erreur dedans. Donc c'est un travail de longue haleine qui est encore une fois juste fait par des bénévoles. On veut vraiment, notre objectif à la Société d'histoire, c'est de mettre en valeur, faire connaître et reconnaître la réalité, la vie de ces femmes qui, sans elles, le pays n'existerait pas. Et d'ailleurs, Anne Hébert a déjà écrit dans un de ses ouvrages, un de ses livres, le premier jardin, je vais dire le dernier, le premier jardin. Elle a écrit « Il faudrait les nommer toutes ». Non, il faudrait les nommer toutes, les appeler par leur nom, face aux fleuves d'où elles sont sorties au XVIIe siècle pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. C'est de Anne Hébert dans le premier jardin. Alors, on essaye de réaliser ce rêve fou de Anne Hébert et de les personnifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous en avez eu 3 qui vous ont parlé au micro, mais chaque fille du roi qui est présente sur le terrain aujourd'hui représente et personnifie une fille qui a réellement existé et dont la biographie a été faite ou est en train de se finaliser.
Et donc, nous essayons de vous les faire connaître et les faire reconnaître à leur juste valeur, parce que sans elles, le fait français n'existerait pas ici en Nouvelle-France.